Et bien voilà, Bourse Live continue avec Air Liquide, avec cette webconférence ayant pour thème l'hydrogène, une solution pour décarboner les transports. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais avant, on s'est dit qu'une petite vidéo tout en images pour présenter et pour vous faire découvrir ou redécouvrir la variété des métiers d'Air Liquide était une excellente idée. Alors, c'est une vidéo et c'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, quelle meilleure entrée en matière sur la diversité des activités d'Air Liquide. Mais nous, ce soir, on va faire un focus tout précis sur l'hydrogène et son application très concrète pour décarboner les transports. Alors, on entend beaucoup de choses, oui, sur l'hydrogène, et c'est un sujet qui passionne, qui vous passionne, les investisseurs individuels, mais qui n'est pas si simple à appréhender. Comment l'hydrogène est produit, comment se décompose toute la chaîne de valeur, cette source d'énergie est-elle applicable à tout type de transport, et pour quel coût ? Ça en fait des questions. Heureusement, il en sourit, que j'ai avec moi un expert du sujet, Eric Prat, directeur partenariat transition énergétique. C'est une branche d'activité mondiale énergie hydrogène Air Liquide. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurent et bonsoir à tous les internautes qui sont parmi nous ce soir. Et très heureux de partager avec vous les actions du groupe Air Liquide dans la transition énergétique, en particulier le domaine des transports, qui est notre thème de ce soir. Oui, sur le domaine des transports. Et donc, si vous avez des questions, eh bien voilà, ce moment d'échange est aussi le vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos questions en direct. On y répondra avec Eric. Je le disais, ça fascine tout le monde, l'hydrogène. On doit vous en poser tous les jours des questions, Eric, notamment les investisseurs. Alors, avant de voir ensemble si c'est la solution à tous nos problèmes, ou en tout cas à beaucoup d'entre eux, à nos problèmes de transport notamment, on va se rasseoir un petit peu sur les bancs de l'école avec vous pour un petit cours de chimie. Tiens, qu'est-ce que c'est donc l'hydrogène ? Alors l'hydrogène est un des éléments naturels qui constituent l'atmosphère. C'est le plus petit et le plus abondant. C'est le premier élément du tableau périodique des éléments. On le trouve sur Terre sous deux formes. Il est soit associé à l'atome d'oxygène, c'est l'eau, H2O, ou on le trouve associé avec les atomes de carbone, soit dans le méthane, CH4, ou dans les hydrocarbures, on trouve des chaînes telles que l'essence, C7H16. Bon ben voilà pour ce petit cours de rattrapage, pour ceux pour qui ils sont loin les cours de chimie. Pourquoi aujourd'hui, Eric, cette molécule est au cœur de la transition énergétique ? Et une question que j'ai envie d'ajouter, pourquoi pas plus tôt ? Alors l'hydrogène aujourd'hui est utilisé dans de nombreuses applications,
dès aujourd'hui. Hein. On le retrouve effectivement dans la désulfurisation des carburants, on le retrouve dans la fabrication d'ammoniac pour l'industrie des engrais, dans la fabrication de composants électroniques et dans les combustions des fusées. Donc on accompagne les vols d'Ariane depuis près de 60 ans. Hein. Donc c'est déjà une réalité aujourd'hui. C'est déjà une réalité, et pour le groupe Air Liquide qui accompagne d'ailleurs tous ces secteurs depuis, on vient de le dire, Ariane c'est plus de 60 ans. Il y a des nouveaux marchés qui apparaissent, alors soit pour effectivement commencer à décarboner les applications, les processus de nos clients, on va trouver le ciment, le verre, l'acier, qui ont comme point commun un gros besoin de chaleur, et là l'hydrogène va remplacer les carburants fossiles actuels pour décarboner. C'est également des nouveaux marchés tels que la mobilité. On voit bien le développement des voitures, des camions, des trains, des bateaux et puis les avions. Et une dernière application, c'est qu'on appelle souvent l'hydrogène l'ami des énergies renouvelables. Il a la faculté d'être un vecteur d'énergie, donc de stocker ces énergies intermittentes. Donc lorsqu'il y a présence de vent ou de soleil, on peut donc stocker ces énergies ou de la transporter. Hein. On voit bien que les schémas, il y aura des zones sur le globe qui seront sujettes à production d'hydrogène, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, puis des zones qui auront besoin d'en consommer, telles que l'Europe. Et là, l'hydrogène, à partir d'énergie renouvelable, avec de l'électrolyse, on fabrique un hydrogène, on le liquéfie, on le transporte et il pourra venir vers les zones consommatrices. Bon, ce qu'on peut dire en tout cas, Eric, c'est que Air Liquide, c'est un acteur majeur de l'hydrogène. Ça, pour le coup, c'est une certitude. Tout à fait. On est présent sur toute la chaîne de valeur. Oui. Production, sa transformation, on va le voir un peu plus tard sans doute, compression ou liquéfaction, et puis donc l'ouverture de ces nouvelles applications. Et le groupe Air Liquide est présent sur toute la chaîne de valeur. Alors, quand on fait ce petit résumé, on se dit finalement, c'est pas exagéré de dire que l'hydrogène est une solution pour décarboner la planète dans bon nombre d'applications, dont les transports. Tout à fait. Ouais. Donc, alors, l'hydrogène, chez Air Liquide, on est convaincu que l'hydrogène sera un vecteur énergétique essentiel pour la transition énergétique. Hein. Alors, l'hydrogène ne fera pas tout, ne fera pas la transition énergétique, mais la transition énergétique ne se fera pas sans hydrogène. Ouais. Alors, c'est exactement le même cas pour la mobilité. On voit un exemple, le stockage par batterie électrique est tout à fait pertinent dans certaines applications. Le véhicule particulier, on verra bien l'essor de cette application en ce moment même. Par contre, dans d'autres cas d'application, l'hydrogène sera la solution. Ce qu'on voit quand même, par exemple, je regardais dans le cas des transports, cette information, c'est plus d'un quart des émissions de carbone de l'Europe. Donc il y a là véritablement un enjeu de l'hydrogène dans ce secteur particulier. Tout à fait, 27% des émissions de CO2 et déjà un secteur qui est adressé par la réglementation, qui va effectivement viser à réduire fortement les émissions de CO2 dans ce secteur, tels que les poids lourds, moins 40% en 2030 et même jusqu'à moins 90% en 2040. Donc c'est véritablement un secteur qui va être amené à faire des efforts à évoluer très très vite, très fort et très vite on pourrait dire. Très fort et très vite, et là l'hydrogène est vraiment un élément qui répond à tous ces enjeux de ce secteur. Bon, quand on a dit ça, il faut quand même aborder la question de la production de l'hydrogène, qui n'est pas forcément durable. Alors on parle d'hydrogène gris, d'hydrogène vert, il va falloir que vous nous éclairiez sur cette histoire de couleurs, et aujourd'hui il va falloir que vous nous expliquiez comment est majoritairement produit l'hydrogène qu'on utilise. Alors aujourd'hui, Alors il est vert, il est gris, il est un peu des deux. Majoritairement produit effectivement à partir de réformage de gaz naturel, ce qu'on voyait tout à l'heure, et donc il émet du CO2. D'accord. Maintenant, il existe des technologies qui permettent de produire un hydrogène décarboné, et il faut les faire monter en puissance. Donc ces technologies, elles existent. Vous avez l'électrolyse de l'eau, donc avec un courant électrique, vous cassez la molécule d'eau. Vous avez effectivement la possibilité d'injecter dans des réformages, non pas du gaz naturel, mais du biogaz, et donc son biométhane. Et là, vous obtenez effectivement un hydrogène renouvelable. Et puis, vous avez également la possibilité, dans un processus de vaporéformage classique de gaz naturel, de capturer le CO2 qui est émis, de le liquéfier, typiquement de le transporter pour l'enfouir dans des gisements permanents. Et là, vous avez un hydrogène bas carbone. Donc les technologies, elles existent. L'enjeu qu'il y a sur l'hydrogène, c'est de les faire monter en puissance, en capacité, pour qu'elles répondent aux besoins croissants des différents acteurs de l'industrie, de l'économie. Si on parle justement, on en parle beaucoup de cette production par électrolyse, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le principe, détailler comment tout ça fonctionne et les ambitions là aussi d'Air Liquide dans ce domaine ? Alors je pense que
chacun d'entre nous a peut-être le souvenir de cette expérience qu'on pouvait faire sur les bancs de l'école, où on mettait de l'électricité, une cathode dans de l'eau, et puis on casse donc la molécule d'eau pour générer de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène. Alors, cette molécule d'eau, elle est assez solide. Dit comme ça a l'air bête comme chou. Tout à fait. Alors, elle demande pas mal d'énergie, c'est 56 kWh pour casser la molécule d'eau et en fabriquer 1 kg. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une technologie ancienne, elle est en train de monter en puissance. Alors, quelques éléments de référence, une électrolyse d'une puissance de 1 MW, c'était 2015, c'était au Danemark, 2018. 2021, on fait le Canada, c'est 20 MW. Vous voyez déjà un facteur 10. Et là, en 2025, à Port-Jérôme, en France, près du Havre, on va démarrer le plus grand site de production d'hydrogène par électrolyse de 200 MW. Donc vous avez, vous voyez, 2018, 2021, 2025, à chaque fois vous avez un facteur 10, donc c'est en cours. Et je crois que l'engagement d'Air Liquide, c'est 3 gigawatts, c'est ça, d'électrolyse d'ici 2030 ? Tout à fait. Donc nous nous sommes associés avec un partenaire qui est le groupe Siemens Energy pour développer ce qu'on appelle une gigafactory qui va fabriquer donc des électrolyseurs d'une capacité totale installée de 3 gigawatts d'ici 2030. Et ça sera donc une réalité puisque la JV a été annoncée, elle est lancée et les sites de production se feront cette année. Et donc ça fait partie de l'engagement d'Air Liquide de monter, vous voyez, jusqu'à des capacités de 3 gigawatts. Quand on parle de ces investissements, on imagine que ce sont des investissements en millions, milliards. Combien exactement il va falloir consacrer à cette nouvelle énergie ? Enfin, pas nouvelle énergie, mais nouvelle utilisation. Alors, milliards. Donc, le groupe Air Liquide a pris l'engagement d'investir 8 milliards dans les technologies de l'hydrogène, sur toute la chaîne de valeur, et ce, à des fins de tripler le chiffre d'affaires d'Air Liquide dans l'hydrogène, qui est aujourd'hui à peu près 2 milliards. L'objectif, c'est d'être à 6 milliards. D'accord. Donc, voilà, c'est un investissement conséquent, on peut le dire. Et ambitieux. Si on s'intéresse, je crois qu'il y a un domaine dans lequel Air Liquide est aussi particulièrement ambitieux, c'est l'hydrogène sous forme liquide. Pourquoi ? Alors je dirais que l'hydrogène liquide maximise toutes les qualités de l'hydrogène. Tout d'abord, l'hydrogène, une des principale vertu de l'hydrogène, c'est qu'il est 3 fois plus dense que l'essence. L'hydrogène, c'est 33 kWh au kilo, les essences, c'est à peu près 12 kWh du kilo. Le problème, comme on le disait en introduction, c'est un gaz très léger. Il faut donc soit le comprimer. Donc vous avez aujourd'hui ce que vous trouvez dans les voitures, le 700 bar. Donc 700 bar, vous avez un ratio de compression de 400 fois. D'accord. Et quand vous passez au liquide, vous doublez encore ce facteur de compression jusqu'à 800 fois. Donc l'hydrogène liquide va être le moyen d'embarquer à bord des véhicules un maximum d'énergie. Et là, vous allez répondre à des besoins soit de grosse puissance, des camions, soit d'autonomie, des longues distances. Et là, ou même, on verra plus tard, des avions. Donc il répond à ça. Ensuite, l'hydrogène liquide, il va avoir un autre bénéfice sur la chaîne d'alimentation de ces véhicules. Donc, comme il est une fois de plus beaucoup plus dense, on va optimiser les assets, que ce soit un moyen de transport. Donc, les camions qui vont transporter l'hydrogène liquide transportent beaucoup plus d'hydrogène que le gazeux. Les stations qui distribuent l'hydrogène vont être également beaucoup plus performantes. Là aussi, on va toucher au troisième avantage de l'hydrogène liquide, c'est les temps de rechargement du véhicule. Alors, pour vous donner quelques éléments de référence, aujourd'hui, les voitures que vous pouvez voir dans les rues de Paris, donc les Mirai, les Toyota Mirai, d'y revenir, un réservoir de 5 kg et elles font à peu près donc un plein en 5 minutes, donc vous avez à peu près 1 kg toutes les minutes. Ça, c'est pour une voiture. Les camions, c'est mieux que l'électrique, soit dit en passant. Tout à fait. On parlait de 5 minutes pour faire le plein de votre véhicule et avoir 500 km d'autonomie. C'est pas mal. Les camions, ça va être encore beaucoup plus. Les camions, ça va être à peu près 80 kg d'hydrogène embarqué pour 1000 km. Donc on voit bien le besoin d'autonomie des camions. Donc 80 kg d'embarqué, il va falloir faire le plein en 15 minutes. Ce qui reste raisonnable. Exactement, raisonnable. Aujourd'hui, un camion qui a une batterie à peu près, on va dire, de 700 kWh, avec un chargeur 300 kVA, va mettre 2 heures à se charger. Là, le camion va faire le plein en 15 minutes. 15 minutes, ça veut dire que vous êtes déjà à 300 kg/h. Et juste pour donner un point de référence assez impressionnant, on commence, vous savez, à travailler avec les avionneurs, avec Airbus, qui a annoncé 2 avions, à 100 places, typiquement les ATR 72, avec 1,5 tonnes d'hydrogène embarqué. Donc un plein qu'il faudra faire en 15 minutes, comme les avions d'aujourd'hui. Quand on est assis dans l'avion, 15 minutes. Donc 15 minutes, ça veut dire que c'est déjà du 6 tonneurs. Et le modèle A320, qui embarque 3,5 tonnes d'hydrogène, il faudra également faire le plein en 15 minutes. Là, on parle de donc 15 tonnes par heure.
Donc vous voyez la capacité du liquide à adresser des besoins en fait, pour être très clair, que seul le liquide pourra faire. Il y a des contraintes spécifiques, par contre, sous cette forme, sous l'hydrogène? Alors, les contraintes, la manipulation de l'hydrogène, on parlait tout à l'heure des valérianes, donc on sait comment manipuler l'hydrogène liquide depuis longtemps. La supply chain liquide, elle est déjà une réalité aux États-Unis. On a un des plus gros liquidificateurs en opération de 30 tonnes jour. Il est situé au Nevada, à Las Vegas. Il alimente toute la supply chain mobilité en Californie avec des camions liquides. Donc vous voyez que ce sont déjà une supply chain que nous maîtrisons et qui est une réalité d'aujourd'hui. Et là, puisqu'on parle de décarboner en termes d'émissions, j'imagine qu'il n'y a pas photo, si je puis dire. Alors voilà, l'hydrogène, s'il a été produit d'une manière bas carbone, effectivement, le liquide le fera. Alors le liquide, en plus, et donc l'hydrogène n'est pas toxique, contrairement à certaines alternatives. Et alors dans le domaine de l'aviation, il a en plus des avantages avec les réductions des NOx et des traînées des avions. Donc l'hydrogène liquide présente tous les avantages de l'hydrogène classique. Bon, alors on voit maintenant comment est produit l'hydrogène, on comprend en tout cas comment on peut l'utiliser. Si on s'intéresse à cet aspect de transition vers la mobilité propre, vers quel type de transport il se développe ou il va se développer en priorité? Puisque là on a évoqué pas mal de choses. Quel va être son premier emploi? On va revenir vers toutes les applications qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc soit des fortes puissances, camions, demain trains, avions, soit des longues autonomies. Donc on voit bien des camions qui peuvent avoir besoin de longues routes, donc 1000 km. Donc ça, toutes ces applications, et là vous allez retrouver donc le camion, les trains, les avions. Ensuite, c'est des secteurs qui ont déjà des fortes contraintes ou des forts enjeux réglementaires. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, le monde des transports, des objectifs de réduction de moins 90%. Il y aura sans aucun doute une complémentarité avec l'usage de la batterie, mais l'hydrogène, pour les usages les plus intensifs de ces mobilités-là, s'imposera. Donc c'est de la mobilité lourde en priorité quand je vous écoute. Mobilité lourde. Mobilité lourde, et on l'a dit avec encore une fois, ces objectifs de réduction sur les émissions qui sont absolument importants. Pour déployer cette mobilité hydrogène, vous développez de nombreux partenariats. C'est une nécessité, même quand on est un très grand groupe comme Air Liquide, il faut collaborer avec le plus grand nombre d'acteurs pour proposer une solution viable, déployable à grande échelle. Il faut s'y mettre à plusieurs. Oui, c'est une nécessité parce qu'on va vers des domaines. Alors Air Liquide a de nombreuses applications qu'il développe depuis plus de 100 ans, mais là on va vers des nouveaux domaines et on ne peut pas être, je dirais, pertinent sur chacun de ces nouveaux cas d'application. Et il faut être pertinent sur l'ensemble pour être sûr que l'hydrogène va bien répondre aux besoins du secteur. Donc dans chaque secteur, on va s'associer un leader de ce marché, de cet écosystème. Air Liquide va amener sa compétence de l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène liquide, et on va trouver avec ce partenaire son expertise de son domaine d'application. Alors, si on prend les trois grandes familles où on va être actif et chercher des partenariats, qui dit mobilité dit véhicule, et là, donc, on va être en partenariat avec les fabricants de véhicules clés du segment donné. Alors, on a un partenariat historique avec Toyota, Toyota d'ailleurs avec lequel on est associé aujourd'hui dans les taxis hydrogène que vous pouvez les voir à Paris, avec plus de 400 Mirai. Une parenthèse, on a annoncé ce matin que Air Liquide va devenir supporter des Jeux Olympiques de Paris en étant le fournisseur officiel d'hydrogène. Et là, l'autre partenaire clé des JO, c'est Toyota, et qui développe plusieurs centaines de Mirai à disposition des personnels des JO. D'accord. Donc, association avec Toyota dans le monde des véhicules. On va trouver des associations déjà dans le véhicule avec les poids lourds. On est assez proche du groupe Iveco, on est assez proche également du groupe Hyundai, donc là-dessus. Puis on va monter également dans les futures mobilités, où on va également être proche du groupe Airbus, qui, une fois de plus, a annoncé deux avions pour le lancement en 2035. Ça, vous voyez, c'est vraiment être le plus proche possible des fabricants de véhicules pour synchroniser nos plans d'action et de faire sûr que quand les véhicules sont prêts à être déployés, nous, on travaille sur l'infrastructure. Le carburant est prêt aussi. Donc on arrive sur l'infrastructure. Là, c'est pareil. Un exemple de partenariat pour déployer l'infrastructure pour les camions sur des autoroutes, c'est l'annonce d'un partenariat avec le groupe Total Energy qu'on a été fait pour déployer 100 stations dédiées aux camions sur le nord de l'Europe, France, Benelux, Allemagne. Si on s'arrête là encore sur la mobilité lourde, avec qui vous travaillez sur le sujet par exemple? Alors, mobilité lourde, donc des OEM, de l'infrastructure.
Je vais compléter ce que je viens de dire. On a parlé d'infrastructures routières. On travaille déjà avec de l'infrastructure aéroportuaire, avec le groupe ADP. Donc l'annonce des avions d'Airbus, c'est 2035. Il faut commencer dès à présent à travailler sur les infrastructures aéroportuaires, ce qu'on fait avec un partenaire comme le groupe ADP. Bon. Et on peut aller continuer également dans le secteur maritime, où déjà on a des partenariats avec des gens qui connaissent ce domaine-là. On est assez proche, vous savez, d'Energy Observer, qui a fait un premier bateau catamaran multi-énergie. On travaille déjà avec eux sur ce qu'ils appellent Energy Observer 2, qui sera un petit porte-conteneur à propulsion hydrogène liquide. Et je crois qu'avec l'équipementier automobile Forvia, donc vous avez aussi... Vous travaillez déjà sur les cuves en fait, qui vont équiper les camions, c'est ça, les camions Alors, exactement. Là, on va un cran plus loin dans les partenariats. On va faire un partenariat sur un composant des futurs camions hydrogène, qui est le réservoir. Ouais. Et là, on composant assez essentiel. Tout à fait. Et là, on travaille directement sur le réservoir liquide, parce qu'on a une fois de plus à liquide la conviction que le liquide sera la réponse au secteur du poids lourd. Donc là, on associe une fois de plus nos compétences en hydrogène, en cryogénie. Forvia, qui a toute l'expérience d'un équipementier de l'automobile, lui, il a toute la compétence de l'intégration puis de la fabrication en série des réservoirs. On a associé les compétences de nos ingénieurs de manière à être les premiers à pouvoir à offrir un réservoir tout à fait pertinent pour les poids lourds liquides. Voilà, un autre exemple de partenariat très en amont dans la chaîne en fait, de fabrication des camions. Ouais, on sait vraiment être présent sur toute la chaîne. Si vous êtes un peu largué, Forvia, c'est le nouveau nom de Faurecia, de l'équipementier automobile Faurecia. On était en plein salon du Bourget, il y a eu beaucoup de succès, beaucoup d'annonces, beaucoup de commandes. On a parlé, vous l'avez déjà évoqué à plusieurs reprises, mais on va creuser là aussi l'hydrogène comme solution pour le transport aérien. On voit qu'il y a des choses qui sont en projet, on voit qu'on réfléchit, on voit que les bureaux d'études sont en train de plancher. Moi, j'ai envie de savoir quand est-ce que je monte dans un avion à hydrogène. Dit autrement, finalement, à quelle échéance tout cela vous semble crédible, Eric ? Alors, pour répondre à cette question, il y a eu un développement de partenariat très intéressant. En 2021, vous avez un avionneur, Airbus, qui a un plan produit avec donc à nouveau 2 avions, un 100 places type ADR72 et un 200 places. Mais il a besoin de se rassurer que ces avions pourront décoller et atterrir dans des aéroports. Donc le deuxième partenaire avec lequel on s'est associé, c'est le groupe ADP, qui avait cette compétence aéroportuaire. Et puis les deux avaient une question commune, aurions-nous de l'hydrogène disponible pour que nos avions les utilisent. Donc on a fait une étude à 3 pendant pratiquement 2 ans. On a simulé 35 aéroports au monde qui présentaient des routes possibles de lancement de ces avions. Ouais. Et pour chacun de ces 35 aéroports, on a fait à peu près toutes les études de disponibilité de l'hydrogène, d'espace au sol, de manière à pouvoir transformer et pour que les aéroports accueillent les infrastructures en hydrogène, un nouveau liquide, c'est à tout prix du liquide, et puis de commencer également à faire des simulations de sécurité, mais également d'investissement et d'OPEX. On a fait cette étude qui a été positive et elle a abouti à quelque chose d'extrêmement concret. C'est donc la création de la JV avec le groupe ADP qui s'appelle Hydrogen Airport. Une co-entreprise, oui. Et voilà, et qui est déjà une co-entreprise qui va permettre aux aéroports qui se posent la question de l'introduction de l'avion hydrogène dans leur aéroport, d'avoir une société d'engineering qui associe à niveau les compétences des ingénieurs Air Liquide en cryogénie de l'hydrogène et des ingénieurs du groupe ADP qui connaissent parfaitement l'engineering des aéroports. Ces 2 compétences liées vont permettre de répondre aux questions des aéroports. Et pour répondre à votre dernière question... Oui, parce qu'elle ne m'avait pas répondu. Quand est-ce que je prends mon avion à hydrogène ? Donc là, on suit effectivement les annonces, bien entendu, du groupe Airbus. Et c'est aujourd'hui, on se prépare pour 2035. Alors 2035, ça peut paraître loin. Dans le monde des infrastructures, il faut à peu près commencer maintenant pour être prêt en 2035. Et le groupe Air Liquide est déjà donc lancé. En 2035, on s'appelle pour savoir qui prend en premier cet avion à hydrogène. On a balayé l'aérien. Il faut aussi qu'on parle du transport maritime parce que là aussi, on se dit, tiens, il y a des besoins qui sont vraiment cruciaux et importants. Alors, le maritime, domaine complexe, parce qu'aujourd'hui, en fait, il existe plusieurs solutions pour décarboner le secteur maritime. Vous avez le méthanol et les fabrications d'iméthanol, vous avez l'ammoniac, et vous avez déjà aujourd'hui des bio-LNG, et puis potentiellement, vous avez l'hydrogène liquide. Complexe, Eric, plus complexe que l'aérien, par exemple ? Les choix, alors aujourd'hui, si vous prenez l'aviation, quand même, il y a à peu près, vous avez 2 choix, vous avez l'hydrogène liquide et vous avez les SAF, ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel. Oui. Donc vous avez effectivement 2 solutions, d'ailleurs assez complémentaires dans le temps. Le maritime est un peu plus complexe, puisqu'il y a plus de choix sur la table. Donc pour un armateur, faire le choix de ces 10 ou 20 navires qu'il est en train d'aviser est un peu plus complexe. Oui. Nous, on essaye effectivement de voir la place que pourrait prendre l'hydrogène liquide. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour ça, on s'associe à des leaders du marché. Donc, on est soit avec Energy Observer,
On travaille également beaucoup avec un armateur français qui est le groupe Sogestran. Et ensemble, on va faire l'étude, à nouveau complète, de la pertinence du navire, des infrastructures dans les ports, de distribution d'hydrogène, sans doute d'ailleurs en passant par des barges qui distribueront l'hydrogène vers les bateaux. Donc ça, c'est en cours. Et donc, on est en train de travailler pour s'assurer que l'hydrogène liquide aura bien une place dans le transport maritime. Mais déjà, à très court terme, si on prend l'exemple du fluvial, on a annoncé en mai une péniche fluviale qui va transporter entre le Rotterdam et la Belgique, je crois, donc sur le fleuve, des marchandises pour le groupe Nike. Et ça sera une propulsion à hydrogène avec des conteneurs embarqués d'hydrogène. Et le bilan des tonnes, c'est 2000 tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année. Donc ça, c'est déjà une réalité, vous voyez, d'aujourd'hui sur le transport fluvial. Et puis, on regarde à ouvrir les autres secteurs maritimes. Justement, on en a évoqué pas mal, c'est le moment de les mettre un petit peu tous en commun, ces exemples qui vont venir illustrer que la mobilité hydrogène, c'est déjà aujourd'hui quelque chose de concret. Alors aujourd'hui, concrètement, et puisqu'on est ici en France, vous avez la réalité typiquement d'Isetco, qui est un partenaire qui opère des taxis en Ile-de-France. Vous avez aujourd'hui plus de 400 taxis, qui sont effectivement avec notre partenaire Toyota. Si vous allez en Californie, c'est près de 15 000 Mirai. On a également un autre de nos partenaires qui est First Element Fuel, avec plus de 34 stations d'approvisionnement. C'est déjà, je le disais tout à l'heure, une réalité de l'approvisionnement d'ailleurs en hydrogène liquide. Donc c'est déjà 15 000 Mirai. C'est près de 5 tonnes jour d'hydrogène qui sont distribuées en Californie. Donc, 5 tonnes jour quand même. Vous avez la réalité du bateau fluvial dont je viens de parler dans le maritime. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait concret. Il y a un pays comme la Corée qui est vraiment en pointe sur le sujet. La Corée est très mûr dans la domaine de l'hydrogène. Vous avez aujourd'hui des bus dans l'aéroport d'Incheon, mais même sur l'hydrogène liquide, c'est sans aucun doute le pays qui, dès à présent, prend des décisions. Il y a eu des annonces, des liquéfacteurs de plus de 90 tonnes jour qui sont en exécution. Donc il y a une maturité de la Corée à l'hydrogène et à l'hydrogène liquide. Et voilà, on disait un Hyundai pour les camions. Je crois même que, même au niveau des véhicules particuliers, il y a déjà un parc qui roule assez important en Corée. Vous avez le fabricant national, Hyundai, qui est très en avance également sur cette technologie. Donc voilà, donc l'hydrogène, c'est déjà du concret. On le voit, le mouvement, il est lancé. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans 10-20 ans? Vous l'avez déjà un petit peu esquissé finalement, avec tous les projets qui sont en cours, qui sont à l'œuvre. On peut imaginer un monde 100% hydrogène, Eric? Non, je ne pense pas que le monde de demain sera 100% hydrogène. Les projections que l'on voit, c'est que l'hydrogène pourrait être une réponse à peu près à 20% du mix énergétique. Mais rien que ça, c'est gigantesque. Donc si vous prenez effectivement ce potentiel de l'hydrogène de répondre aux besoins du secteur, aux réglementations qui se mettent de plus en plus en place et qui vont effectivement faciliter et accélérer l'adoption de cela, vous avez des projections qui peuvent monter jusqu'à 3 millions de véhicules hydrogène en 2030. Donc c'est véritablement un potentiel gigantesque sur lequel effectivement il faut se préparer sur l'enchaîne de la chaîne de valeur. Il faut des véhicules, il faut de la production et puis il faut toute la chaîne logistique au milieu pour faire le lien entre les deux. Alors justement, on va avoir maintenant, on va prendre les questions. N'hésitez pas à me dire en régie s'il y a des questions qui sont tombées, mais moi ça tombe bien, j'en ai quelques-unes à poser à Eric avant que les premières tombent. Une que j'avais vraiment envie de vous demander, c'est est-ce qu'on est prêt à faire ce même effort de développement sur l'infrastructure, puisqu'on est dans le même temps obligé de développer une infrastructure électrique, il faut maintenant penser à développer une infrastructure hydrogène. Il va falloir qu'on développe les deux, Eric, très concrètement. Je pense qu'il faut adapter les sources d'énergie aux usages. Donc il y a effectivement des usages sur lesquels la batterie électrique sera la réponse et fera donc appel à une infrastructure. Il y a d'autres cas, ce qu'on vient de discuter sur les poids lourds. Je pense que les poids lourds, surtout les poids lourds qui sont sur des longs trajets, auront besoin de trouver des points de recharge à recharge rapide. Oui. Et là, l'hydrogène sera la réponse. C'est pour ça qu'on a lancé, une fois de plus, avec le groupe Total Energy, déjà, on est en train de lancer la première JV qui va commencer dès à présent à développer cette infrastructure. Alors, il y a des questions qui ont plu, mais moi, j'en ai une autre. Est-ce que c'est compétitif, l'hydrogène, en termes de sources d'énergie par rapport à toutes les nouvelles sources d'énergie qui sont sur la table? Parce qu'on n'en a pas parlé, ça, finalement. Alors, essayons pour répondre et pas tomber dans un débat d'experts. Toujours le danger dans ce type de questions. Essayons de prendre un exemple concret. Reprenons les véhicules particuliers que vous trouvez aujourd'hui à Paris, qui sont développés en assez grand nombre, qui sont les Mirai et dans un usage assez intensif comme les taxis. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, 1 kg d'hydrogène, 100 km, les 5 kg du plein, 500 km. Ça va être, si vous transformez ça, donc 1 kg au 100 km, donc 33 kWh au 100 km.
C'est à peu près l'équivalent d'une voiture diesel qui va consommer 7 litres au 100. C'est à peu près, vous voyez les usages, c'est à peu près le même usage. 7 litres au 100, vous allez être à peu près sur le double. Vous allez être à 70, 75 kWh au kilomètre. Donc l'hydrogène, vous le voyez, est 2 fois plus efficace en énergie. Oui. Alors, on est bien entendu ici dans une équation donc, du réservoir à la roue. Oui. Mais du réservoir à la roue, quand vous faites votre plein d'énergie, vous avez besoin de 2 fois moins d'énergie avec l'hydrogène qu'avec le diesel. Donc vous êtes 2 fois plus efficace. Pour les chiffres 1, on parle de 25% d'efficacité pour les moteurs à combustion interne contre à peu près 50% d'efficacité pour les véhicules à hydrogène. Bon, donc 2 fois plus efficace, sur un exemple très précis. Oui, mais quelques chiffres qui sont quand même utiles. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées. Question de André. Vous venez d'annoncer que vous êtes supporter officiel en hydrogène des Jeux Olympiques. On en a parlé, olympiques et paralympiques, c'est important. Pouvez-vous nous en dire plus? En quoi ça va consister tout ça? Alors, ce partenariat, c'est un partenariat dont le groupe Air Liquide est extrêmement fier, à plusieurs raisons. Premièrement, Air Liquide, de par la fourniture d'hydrogène, va contribuer à avoir des jeux plus vertueux en termes d'environnement. Donc, l'impact carbone des jeux sera réduit. Ça, c'est la première source de fierté. C'est également beaucoup de valeurs, le sport, la diversité, des valeurs qui sont chères au groupe Air Liquide. On est également extrêmement fiers d'être associés aux Jeux Olympiques. Et enfin, pour le groupe Air Liquide, si on revient un peu plus vers nous, ça va être un accélérateur de tous les efforts que l'on fait. 2024, c'est demain, c'est dans 12 mois. On parlait tout à l'heure de quelques chiffres. Il y aura sans aucun doute plus de 1000 taxis non conventionnels. Le comité olympique va rajouter près de plusieurs centaines de Mirail. Donc on va avoir une accélération des besoins en hydrogène en Ile-de-France et c'est une excellente nouvelle. Je crois qu'il y aura même des voies réservées, notamment sur le périphérique, pour ces véhicules. Oui, il va y avoir beaucoup de mesures prises par la mairie de Paris pour valoriser un petit peu tout ça. Exactement. Question d'Adrien, qu'on n'a pas évoquée, question super intéressante. Est-ce qu'il y a un développement prévu dans le secteur agricole? Et oui, des tracteurs à l'hydrogène ou des moissonneuses-batteuses, que sais-je? Il y a eu régulièrement depuis quelques années des prototypes, effectivement. On en parlait tout à l'heure. Ce sont donc des besoins d'énergie forts. Donc là, c'est des puissances fortes. Donc on a pu voir effectivement des prototypes de tracteurs. Vous avez également le secteur des mines. Des engins qui travaillent sur les mines sont exactement des cibles idéales pour l'hydrogène. C'est des très fortes puissances où là, l'hydrogène peut amener toute l'énergie nécessaire. Et une fois de plus, avec des temps de recharge très rapide. Bon, question de Marion, même si on l'a un peu évoqué, ça va nous permettre d'y revenir de façon là aussi très pratique. Quels sont les transports hydrogènes qui existent aujourd'hui? Donc on sait qu'on a de la voiture particulière, des bus, des camions. Oui, non? Alors les camions, oui, non, ça commence à une réalité. Alors vous avez déjà la Californie, on en parlait, Hyundai va annoncer en Q3, va lancer un démonstrateur de 35 camions, donc c'est des classes 8, des gros camions, en Californie, comme je le disais tout à l'heure. En plus, c'est une région où l'hydrogène liquide, la supply chain d'hydrogène liquide est déjà présente. Donc c'est un démonstrateur extrêmement important pour nous et révélateur de ce que seront les besoins. Hyundai est également présent en Suisse, c'est une réalité, et on travaille très proche avec Iveco, le groupe Iveco, qui est vraiment les camions et qui va être prêt à déployer des camions d'ici la fin de l'année. Donc camion, on y est presque. Vous avez également le camion liquide avec de Daimler sur lequel on travaille en Europe. Donc oui, il y a une réalité déjà dans le monde du camion. Et après, on est encore sur du projet avion, navire. On ne peut pas vraiment parler encore de solutions déployées. Navire, on en a parlé tout à l'heure, notre première péniche fluviale. C'est ça quand même la péniche fluviale. Vous avez des ferries dans les pays nordiques qui sont déjà des ferries qui opèrent à l'hydrogène. Donc il y a quelques, on va appeler ça aujourd'hui, des premiers cas d'usage. Dans l'avion, alors effectivement, Airbus, c'est 2035. Vous voyez des gens qui développent aujourd'hui les premiers vols hydrogène, Universal Hydrogen, H2Fly, Zero Avia. Donc vous avez des plus petits avionnaires qui déjà se positionnent avec des premiers vols. C'est très intéressant. Donc tout ça, ça devient de plus en plus concret chaque jour. Oui, c'est une réalité. Yves nous demande où et quand pourrons-nous remplir une voiture roulant à l'hydrogène? Mais j'ai envie de dire déjà maintenant finalement. Alors, oui, parce que ces taxis qui roulent en Ile-de-France, ils doivent bien s'approvisionner quelque part. Par expérience personnelle, on a la chance chez Air Liquide de pouvoir accéder à des Mirail de la société. J'ai moi-même pu prendre une voiture Mirail pendant tout un week-end et j'ai eu accès à 3 stations hydrogène pendant le week-end. Donc elles sont là, ces stations, c'est juste un point de donner les capacités d'accès, mais elles existent et c'est extrêmement simple de faire un plan d'hydrogène. Question de Jean-Luc, quel est le bilan énergétique global comparatif entre une voiture thermique et une voiture à hydrogène, incluant bien sûr la production d'hydrogène vert?
Alors, si on veut, voilà, là, on va peut-être rentrer dans le débat. C'est un peu complexe, mais il faut en parler aussi. Mais il faut remonter sur la chaîne entière, donc qui va être effectivement la production d'hydrogène et également le bilan carbone du véhicule. Alors ça, un point de référence, ce sont les études ADEME, qui ont vraiment fait l'analyse, ce qu'on appelle du cycle de vie sur l'enchaîne production, véhicule, distribution. Donc vous avez vraiment, si on prend un cas de référence qui est sans aucun doute celui qui est réel aujourd'hui en Ile-de-France, nous sommes à Port-Jérôme au Havre, nous fabriquons donc de l'hydrogène par réformage de biogaz, qui est une source renouvelable. Nous le transportons sur 200 km vers Paris, qui est aujourd'hui effectivement un mode classique, et on alimente des Mirailles. Si vous regardez ce cas d'école, on arrive à avoir un bilan complet, donc 25% de mieux qu'un véhicule à essence, sachant que si vous regardez un peu le zoom, vous allez vous rendre compte que le bilan carbone du véhicule donc, est un peu plus fort que le véhicule diesel. Par contre, sur le fait d'avoir une source complètement décarbonée, renouvelable, qui est renouvelable, vous avez un bilan global qui est inférieur de 25%. On va revenir à une question que j'avais un peu posée de façon un petit peu différente, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore complètement tranché. Question de Philippe, quel est le prix de l'hydrogène décarboné à égalité énergétique des carburants classiques? On revient sur cette question de la compétitivité très bonne question. Oui. Alors, on revient à mon exemple très concret de tout à l'heure. Oui. Donc l'équivalent entre une voiture qui consomme 7 litres au 100 et une voiture qui consomme 1 kg d'hydrogène. Donc vous avez à peu près, alors ça va être, si on se remet à disons 350, oui, ça va être à peu près 7 litres. Vous allez avoir un plein en hydrogène qui vous a coûté à 14 €, donc 5 kg à 14 €, vous allez être à peu près à 70 €, vous allez avoir un match à peu près avec votre plein que vous avez fait. D'accord. Donc vous allez être tout à l'heure avec l'exemple que j'ai eu, à 14 € du kilo, vous avez un break-even. Aujourd'hui, vous avez des pompes où vous voyez du 18 € du kilo pour l'hydrogène, ça veut dire que votre plein va vous coûter 20 € de plus. Vous allez avoir un plein à l'hydrogène à 90 € contre un plein en diesel à 70 €. C'est extrêmement similaire et ça peut permettre aujourd'hui de démarrer cette filière à très court terme. Bon, on croit beaucoup à l'innovation, bien sûr, on croit beaucoup à la croissance. Werner nous demande, le rendement de la production d'hydrogène est-il voué à s'améliorer dans la future? Est-ce qu'on va développer des technologies qui permettront d'être encore plus rentables dans la production d'hydrogène? Oui, les technologies... C'est question boule de cristal, un petit peu. Non, mais les technologies s'améliorent en permanence. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la scalability de l'électrolyse, des facteurs 10, à chaque fois on s'améliore. Typiquement, l'électricité nécessaire pour casser une molécule d'eau se baisse. Si vous prenez les cycles de liquéfaction, où également vous avez besoin d'énergie pour liquéfier l'hydrogène, le montant d'énergie nécessaire baisse, donc vous avez des gains sur les capex, donc l'investissement. Donc vous voyez au fur et à mesure véritablement des progrès réguliers d'être faits, et donc à la fin ça veut dire que l'hydrogène baisse, le prix de l'hydrogène baisse. Bon, il y avait c'est en cours. Voilà, une question de Christophe, mais on y a déjà plus ou moins répondu, au-delà de la performance, est-ce que l'hydrogène est compétitif en termes de coût par rapport aux autres énergies? Ça, on y a répondu. Question de Laetitia, avez-vous des partenariats avec les fournisseurs de carburant sur les autoroutes et routes en vue, tels que le fait Socar ou Eni, surtout pour les camions à hydrogène déjà en circulation en Suisse, Italie, Autriche, Allemagne? Alors, est-ce que Air Liquide négocie comme ça avec des stations-service pour commencer à développer son petit réseau? Alors, si je prends le cas d'Eni qui a été cité, nous avons effectivement un accord de développement avec eux, donc pour développer de la mobilité en Italie du Nord. C'est un cas. J'ai annoncé, je vous ai dit tout à l'heure j'ai répété l'annonce qu'on a fait avec le groupe Total Energy, donc c'est un partenariat avec Total Energy. Donc oui, nous avons effectivement des partenariats avec les acteurs, les leaders de l'infrastructure. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'on... C'est ce qu'on a dit, il faut le faire tous ensemble. Avec des leaders qui savent parfaitement ce que c'est que l'infrastructure, et c'est avec ces déployer tout ça qu'on sera les plus pertinents. Le point de bascule, quand est-ce qu'il est? Adrien nous pose cette question, dans quel délai vous voyez l'hydrogène prendre le dessus sur le fossile? Il est où ce point de bascule? Alors le point d'inflexion, je pense qu'il est plus important qu'ensuite devoir rattraper. C'est un petit peu le point... Si vous prenez les grands jalons que le groupe Air Liquide voit, surtout avec le démarrage du liquide, si on croit sincèrement au développement de l'hydrogène, ça doit être par le liquide, parce que plus la demande sera importante... On a compris que c'était votre forme préférée. On est obligé de passer au gazeux, parce que si les volumes sont importants, une supply chain en gaz ne suivra pas. Donc si on croit qu'effectivement aux usages, c'est le liquide. L'avion, ça sera du liquide. Donc si on prend effectivement les grands jalons, 2025,
où on se dit que 2030, on commencera à avoir des éléments. Autour de 2025, alors c'est 2026, 2027, mais autour de là, vous avez véritablement point d'inflexion. Donc il est pas loin de nous, ce point d'inflexion. Il est dans 2 à 3 ans devant nous. Et 2 à 3 ans. Ouais, le point d'inflexion. Oui, bien sûr. Le démarrage. Oui, tout à fait. Philippe nous dit, il veut savoir quels sont les principaux concurrents en hydrogène au niveau mondial. Bon, Air Liquide est loin devant. Alors, oui, on est loin devant. Après, vous trouvez d'un côté, nos concurrents, grands groupes industriels gazeux, Linde, bien entendu. Vous trouvez des pétroliers avec Shell qui est assez intéressant. Vous avez concurrents partenaires, Total Energy, très intéressant de voir. Vous avez d'autres noms qui sont connus dans le domaine, comme l'américain Plug Power. Donc on a déjà un certain nombre de concurrents qui se positionnent, mais la présence globale sur toute la chaîne de valeur du groupe Air Liquide, elle est quand même unique. Un atout, oui. Et également, le nombre d'années d'expérience, aussi 60 ans, c'est pas donné à tout le monde. Françoise nous demande, on l'a déjà un peu évoqué, mais quel est le prix d'un plein d'hydrogène pour une voiture ordinaire? On avait dit autour de quoi, 5 kilos, 14 euros, vous êtes à peu près à 70 euros le plein et vous faites 500 km d'autonomie. Bon. Ça va être à peu près le même en euros que si vous faites vos 500 km avec un moteur diesel. Ouais. Philippe nous demande quelle rentabilité à 5-10 ans, mais pour Air Liquide cette fois-ci, de l'activité hydrogène par rapport aux autres activités du groupe. Ça c'est intéressant. Est-ce que l'hydrogène c'est plutôt plus rentable, moins rentable à date que les autres métiers du groupe? Le développement de l'hydrogène, il est au cœur de la stratégie du groupe Air Liquide, à la fois pour accompagner nos clients, on l'a vu tout à l'heure, dans leur processus de décarbonation, on l'a vu sur des secteurs clés tels que la métallurgie, la sidérurgie ou le ciment. Et puis pour nous, il s'inscrit effectivement l'hydrogène pleinement dans l'objectif de décarbonation du groupe Air Liquide et en répondant aux paramètres de rentabilité du groupe. Donc il s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe. Mais aujourd'hui, c'est plutôt plus rentable ou moins rentable ces activités du groupe? Au début, on est en des phases d'amorce. C'est ça. Donc on est effectivement aujourd'hui dans des phases initiales. Et tout ça va évoluer. Et ça va évoluer dans les années qui viennent. Dans les ratios du groupe. Une question qui est intéressante parce que Martine nous dit « J'aimerais acheter une voiture roulant à l'hydrogène, mais où sont les stations en province ?» Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà un réseau qui est suffisamment développé pour avoir une voiture hydrogène en province, ou pour le moment, c'est quand même sur les grands axes autoroutiers autour de la capitale? Alors, les développements, oui, mais on n'a pas encore un réseau. Il n'y a pas un maillage qui n'est pas, oui. Par contre, la nouvelle réglementation européenne, l'AFIR, appelle pour un développement d'une station à peu près tous les 200 km, donc c'est les 650 stations qui sont encouragées par l'Europe. Donc ce réseau, il va apparaître. Alors si vous êtes en Allemagne, vous avez effectivement un réseau qui existe. Si vous êtes en France, en Île-de-France, vous avez les stations. Vous avez des développements en Vendée, donc vous pouvez effectivement avec une Mirail faire kilomètres aller jusqu'à la Vendée. Vous avez des stations à Lyon. Donc ça commence. Voilà, vous pouvez partir avec votre Mirail. Voilà, vous pouvez aller à Lyon. Je crois, je parlais récemment avec Loïc Voisin, qui est le président d'Iceco. Il me disait qu'un premier taxi a été pris par un client pour faire un Paris-Lyon en taxi. Donc, oui, voilà. Il a dû avoir une sacrée note à l'arrivée quand même. Vous pouvez aller à Bruxelles. Oui. Donc voilà, ce sont des réalités. Il n'y a pas encore un maillage, mais vous voyez, mais on peut déjà faire des choses. On peut faire des choses. Bon, est-ce qu'on a encore des questions à nous envoyer en régie ou est-ce qu'on a fait le tour? Que me murmure-t-on dans l'oreillette? On regarde s'il y a des questions encore à nous soumettre, même si on a déjà beaucoup vu de questions. Moi, je retiens, en tout cas, il y en a de nouvelles qui tombent. Moi, je retiens le coût de l'avion en 2035. Je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt à prendre mon billet. Il y en a d'autres qui tombent. Allez, c'est parti. JM nous demande, est-il mieux de construire des pipelines ou de consommer l'hydrogène sur place? Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a finalement assez peu parlé encore de l'acheminement. Pipeline ou camion d'ailleurs, j'imagine, dans le transport. Alors, il y a plein de possibilités. Donc, effectivement, le pipeline, on va rester dans une logique d'hydrogène gazeux. Oui. Donc, on va prendre l'exemple, qui est fabriqué, donc produit en Afrique du Nord, par énergie renouvelable, vent ou solaire. Là, vous pouvez fabriquer l'hydrogène et vous savez qu'il y a un grand réseau qui se développera de réseaux d'hydrogène. Et là, effectivement, l'hydrogène pourra aller d'Afrique du Nord vers l'Europe en gazeux. L'autre possibilité, j'en parlais tout à l'heure, c'est plutôt sur le site de production d'énergie renouvelable de le liquéfier. Et là, il embarquera dans des bateaux liquides. Vous avez Kawasaki qui développe un bateau qui sera capable de transporter des grandes quantités d'hydrogène liquide. Un peu comme pour le GNL, c'est ça, Eric, aujourd'hui? Voilà, exactement. Depuis, alors là, c'est des projets depuis l'Australie vers Japon et Corée. Donc ça, effectivement, le transport d'hydrogène en gazeux ou en liquide est tout à fait possible. La question qui est posée, elle est d'un autre. C'est effectivement, à partir du moment où j'ai un hydrogène dans un pays donné, typiquement, est-ce qu'on pourra effectivement l'utiliser sur place?
Oui, on peut tout à fait imaginer que des industries consommatrices d'hydrogène renouvelable, on en a parlé un certain nombre d'exemples tout à l'heure, le ciment, l'acier, le verre, pourraient prendre des décisions de fabriquer leurs produits au plus proche de ces sources d'hydrogène. Après, ça sera un bilan pour ces industries, soit effectivement d'approvisionner l'hydrogène, soit de transporter leurs produits. Donc, est-ce qu'on peut en produire, partout théoriquement de l'hydrogène ? On peut en produire partout. Oui. On peut effectivement en produire. Alors ensuite, c'est l'optimisation de ces énergies renouvelables, solaire et vent. Et vous avez des pays qui optimisent plus les paramètres de production que d'autres. Paramètres naturels. Voilà. Question de Werner, on ne l'a pas abordé, ça aussi c'est un angle intéressant. Quelle sera la part de l'hydrogène vert sur la production totale d'hydrogène 2030-2035, nous dit-il ? Globalement, écoutez, je pense qu'à cet horizon, il y aura un mix d'hydrogène bas carbone, principalement avec les développements de CCS, donc ces projets de capture de CO2 dans les processus industriels de liquéfaction et de séquestration. Ce segment-là a vraiment un potentiel de volume important et surtout des prix de revient plus bas que l'électrolyse. Donc à l'horizon 2030, le poids de l'hydrogène bas carbone pourrait être assez significatif par rapport à l'hydrogène vert. On voit les gros projets d'électrolyse qui partent. On parlait tout à l'heure des Air Liquide 200 MW en 2025. On a des projets qui suivent en 2027, 2026-2027 à peu près similaires. Mais on pourrait avoir à hauteur de 2030 un mix assez équilibré entre l'hydrogène bas carbone et renouvelable. L'hydrogène bas carbone, c'est pas un hydrogène vert, mais il est beaucoup moins émetteur. Ça qu'on comprenne bien le distinguo. On a complètement capturé tout le CO2 au moment de sa fabrication. On l'a capturé, on l'a liquéfié, le CO2, on l'a transporté et on l'a enfoui. Donc il n'a plus aucun impact sur le cycle carbone de la planète. Ben voilà, je vous avais dit qu'il avait plein de réponses à toutes les questions qu'on avait à poser. On arrive à l'issue de cette webconférence passionnante. On pourrait rester... il y en a une dernière question. Vous voyez, on ne s'arrête pas. Victorine nous demande quels sont les plus gros partenariats entreprises concernés par la transition énergétique à l'hydrogène. On les a déjà un petit peu évoqués, c'est l'occasion de les repasser en revue. Plus gros partenariats, plus grosses entreprises concernées par la transition énergétique. C'est une très bonne question, Victorine. Si on se place sur la chaîne temporelle, je dirais qu'ils vont prendre tous leur importance du moment. En ce moment, honnêtement, la chaîne la plus mûre, c'est la mobilité lourde, c'est les camions. Donc je pense qu'aujourd'hui, amorcer cette mobilité lourde des camions, c'est l'importance du moment, la plus importante. Il faut commencer dès à présent à préparer les autres, donc on le fait, et plus on montera, ensuite vous aurez le transport maritime, sans aucun doute le ferroviaire, avec pour Air Liquide pareil, désolé une fois de plus, mais sans doute l'arrivée du liquide, puis les avions. Donc l'importance de ces partenariats va évoluer avec l'échelle temporelle. Mais pour le moment, c'est le poids lourd. Pour l'instant, en tout cas, tous nos efforts sont concentrés effectivement sur la mobilité lourde. Avec les partenariats qu'on a évoqués pendant cette webconférence, c'est vrai qu'on pourrait vous écouter des heures, Eric, en parler. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'intérêt de l'hydrogène pour développer une mobilité propre. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et voilà, et donc c'est la fin de cette webconférence. On espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions. Et puis, restez avec nous encore quelques petites minutes, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Passez une très bonne soirée. Merci à vous.